Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. La suite d'Europe 1 Info, nous sommes ensemble pendant 1 heure encore pour les grands entretiens politiques. Dans un instant, je recevrai Patrick Vignal, ancien député Renaissance, conseiller politique de Gabriel Attal. Mais avant cela, c'est Aminata Niakaté, porte-parole des écologistes, qui est avec moi en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. En ce 1er mai, êtes-vous allé acheter du pain dans une boulangerie ce matin ou même un brin de muguet chez un fleuriste ? Pas encore. Je me suis rendue à un rassemblement d'hommage à Karim Bouamrane, qui a été assassiné le 1er mai 1995 et jeté dans la Seine. On va en venir quand même sur la polémique sur le 1er mai, si vous le voulez bien. Écoutez ce boulanger qui a été contrôlé par des inspecteurs du travail parce qu'il avait ouvert son établissement et fait travailler des salariés. Et puis il a reçu un coup de téléphone de Sébastien Lecornu. Après, écoutez, il témoignait sur CNews et Europe 1. Maintenant, moi, j'ai ouvert à 7h et à 8h15, j'ai 2 inspecteurs du travail qui sont venus, qui ont demandé à mes vendeuses de me parler, voilà, et puis ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'ouvrir. Alors, je leur ai dit que si, j'avais le droit d'ouvrir, mais que j'avais pas le droit d'avoir de salariés, c'est tout. Je viens d'avoir le Premier ministre au téléphone, il vient de m'appeler. Et il m'a dit que de toute façon, les amendes, il n'y aurait pas de suite et qu'on ferait en sorte que les amendes soient acquittées. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... Aminata Niakaté, est-ce que ce boulanger aurait dû ouvrir avec ses salariés, selon vous ? Si on respectait la loi, d'ailleurs c'est le Conseil d'État qui l'a indiqué, il s'exposait à ces amendes, en tout cas d'un point de vue du droit, mais le Premier ministre décide que ce n'est pas important, c'est quand même problématique. Ça vous paraît normal ? Oui, voilà. En tout cas sur la méthode, Montesquieu doit se retourner dans sa tombe, puisque l'exécutif a-t-il vocation à interrompre les processus juridiques judiciaires ? Je n'en suis pas certaine. Après, ce pauvre commerçant boulanger, il a eu des injonctions contradictoires depuis 48 heures et donc il a été bien hasardeux d'ouvrir sa boulangerie, mais personne ne peut lui en vouloir parce que c'était jusqu'à ce matin, personne ne savait si on avait le droit, pas le droit, etc. Et je trouve que l'exécutif devrait faire son travail d'exécutif et proposer des textes s'il veut faire changer la règle, mais donner ce genre de consignes en bafouant l'indépendance de l'inspection du travail, je suis pas sûre que ce soit sa place. Alors, il va y avoir un projet de loi, c'est ce que dit le gouvernement, mais pour 2027, pour l'instant, d'où le flou pour cette année 2026, après la proposition de loi qui avait été retirée il y a quelques jours. Mais ce boulanger, il a fait travailler ses salariés qui ont, et il l'a dit, il l'a expliqué, et c'était sur la base du volontariat. Ils ont signé même des décharges. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent moi j'ai envie de travailler, de gagner un peu plus d'ailleurs en ce 1er mai, ça me dérange pas donc je vais le faire. En tout cas, quand il y a un lien de subordination et que peut-être on est attaché à son travail, on est dans une position, c'est difficile de dire non à son patron. C'est ça aussi la réalité de la situation. Et puis voilà, c'est un jour de congé chômé et payé. Et c'est vrai que c'est assez étonnant que des salariés y renoncent. Enfin, moi, je trouve ça assez étonnant de volontairement décider de renoncer à ce droit sans compensation, en tout cas supplémentaire. Moi, je trouve curieux qu'il y ait tant de salariés qui spontanément expriment le désir de renoncer à ce jour de congé payé. Parce qu'ils sont payés double. Payés chômés. Moi, je pense que tant que les textes sont ce qu'ils sont, je pense qu'il faut respecter les textes. Et si on souhaite faire changer les règles, on fait changer les règles. On a un débat à l'Assemblée nationale pour faire changer les règles. Mais ce serait curieux de demander à la police d'arrêter d'interpeller les voleurs. Voilà, Vous êtes pas fondamentalement opposé. En termes de respect de l'état de droit, je trouve ça quand même assez baroque que un ministre d'État du gouvernement, ministre de l'Intérieur qui plus est, Premier ministre. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Encore plus, Premier ministre demande à des autorités qui sont censées être indépendantes du pouvoir exécutif de ne pas faire leur travail, et puis qu'ils font quand même leur travail, et puis voilà, le Conseil d'État a été consulté, et il a été très clair, il a dit ces textes s'appliquent. L'inspection du travail est indépendante et elle a vocation à verbaliser tout comportement en infraction avec cette réglementation. En tout cas, faire évoluer le droit sur ce sujet à travers un projet de loi pour le 1er mai 2027, vous restez chez les écologistes opposés
Les écologistes sont attachés à ce jour de congé payé. La moyenne, il y a eu 11 jours de congés payés en France. La moyenne européenne, c'est plutôt 12 jours. Certains proposent même que le 8 mars soit ce 12e jour, journée dédiée aux droits des femmes. Voilà, nous, on est plutôt attachés à l'existence, au maintien de ces jours de congés payés. On va reparler d'ailleurs d'une proposition de la chef des écologistes, Marine Tondelier, d'un congé payé climatique. Mais juste avant, puisque le débat sur la valeur travail, sur le travail, a été entamé à l'occasion de ce 1er mai et qu'on est un an avant la présidentielle, tout le monde y va de sa proposition. Gabriel Attal, lui, propose d'écrire un nouveau code du travail. Le droit du travail empêche trop souvent le droit au travail. Qu'en pensez-vous ? Il faudrait qu'il illustre. Je pense que les personnes qui aspirent à travailler travaillent. Le travail a déjà beaucoup libéralisé le travail, trop sans doute, a permis de mettre fin, en réduisant les indemnités des personnes qui étaient engagées depuis très longtemps dans une entreprise. Et puis, je pense que la population, elle aspire à travailler. Souvent, des personnes s'identifient à leur travail. Ça fait partie de leur identité, et je demande à voir, je crains que ce soit une initiative qui réduise encore les droits des travailleurs et des travailleuses. Alors, il veut notamment supprimer le plafond de 220 heures supplémentaires annuelles autorisées. Parmi les propositions, il y en a d'autres, mais c'est une des propositions. Oui, c'est très pro. En tout cas, j'espère qu'il prendra la peine d'aller échanger avec les organisations salariées et les organisations patronales. Là, je le disais, ce thème de la valeur travail, notamment en ce 1er mai, est très présent. Gabriel Attal, Sébastien Lecornu ont fait le déplacement dans des boulangeries. Est-ce que vous estimez, comme Marie-Lise Léon de la CFDT, que cela relève de la politique spectacle ? Je ne sais pas si c'est ce qui va régler les problématiques des artisans, des boulangers. Donc j'imagine qu'il va les écouter. Donc c'est toujours bon à prendre pour un professionnel d'être écouté, mais je pense qu'ils ont des difficultés qui sont grandes, qui sont fortes, et qu'il y a vraiment une spécificité en plus sur les toutes petites entreprises. Donc une visite de courtoisie le 1er mai, je ne suis pas sûre que ça va régler tous leurs problèmes. Je ne suis pas sûre non plus que permettre de travailler le 1er mai soit la réponse absolue à toutes leurs difficultés, quand on connaît les conséquences sur leur chiffre d'affaires, sur leurs bénéfices de la crise de l'énergie. Puisqu'on parle du travail, Aminata Niakaté, je rappelle que vous êtes porte-parole des écologistes. François Ruffin s'est déclaré cette semaine hostile à l'immigration pour le travail. Je rappelle qu'il est candidat à la présidentielle et il a critiqué les entreprises du secteur du service à la personne qui veulent faire appel à la main-d'œuvre subsaharienne. Je trouve ça un peu choquant de la part de cette personnalité politique qui se revendique de gauche. Je trouve que ça gauche ancienne même. Il a rappelé Blum, il a rappelé les anciennes luttes de la gauche, en tout cas. Aux éléments de langage de l'extrême droite, je trouve. On a été très nombreux, j'ai été en tout cas choqués par ces propos qui sont absolument scandaleux. Les personnes qui décident de tout abandonner dans leur pays d'origine, elles viennent pour chercher une vie meilleure, elles viennent pour chercher du travail. Essentiellement, c'est ça là, qui meut les personnes qui abandonnent tout, qui prennent des risques inconsidérables pour espérer avoir une vie un peu meilleure. Et cette déclaration, c'est pas une déclaration de quelqu'un de gauche, quoi. Mais François Ruffin, lui, se défend. Il dit, voilà, moi, je défends justement les travailleurs qui sont là, et il faudrait d'ailleurs les revaloriser. Et donc, il oppose les personnes issues de l'immigration, voire leurs descendants, qui s'identifient beaucoup à elle également, aux travailleurs qui sont là. Et finalement, les personnes qui immigrent et qui sont là, sont des gens qui sont là. Et donc, on en fait quoi, en fait ? C'est quoi sa solution ? On les renvoie chez eux. C'est la même proposition que celle de Jordan Bardella ou d'Éric Zemmour. Il a fâché effectivement beaucoup de personnes de la gauche avec cette déclaration. Autre thème sur lequel je voulais avoir vos impressions, Aminata Niakaté, ce sont bien évidemment sur ces bénéfices eus par Total Energy dans ces premiers mois de l'année, à la suite de la guerre au Moyen-Orient et de la crise pétrolière. Je vous propose d'écouter Thomas Ménager, qui était invité ce matin de TF1, le député RN du Loiret, qui estime que les efforts faits par Total pour redistribuer une partie de ces bénéfices, ou en tout cas aider les Français, restent insuffisants. Écoutez-le.
On se félicite que Total, notamment après l'annonce de ses bénéfices records, participe à l'effort dans cette situation de crise et n'augmente pas encore plus ses bénéfices en augmentant les prix à la pompe. Malheureusement, ça ne suffira pas et nous maintenons la pression sur le gouvernement pour une baisse des taxes, une baisse de la TVA de 20 à 5,5%, parce que même si c'est plafonné à 1,99, c'est encore un montant qui est trop important pour des Français qui vont subir aussi d'autres inflations. Quand il y a une inflation telle que nous connaissons aujourd'hui, il y a aussi un effet de surinflation sur l'économie. Et aujourd'hui, quand on laisse ce carburant augmenter sans faire d'efforts en baissant la fiscalité, on a d'autres effets indus sur l'économie et sur le pouvoir d'achat des Français. Les Français, justement, qui ont de plus en plus du mal avec ces prix du carburant qui augmentent jour après jour. Est-ce que vous êtes également, vous aussi, Aminata Niakaté, choquée par ces bénéfices records de Total Energy ? C'est vrai que 5 milliards de bénéfices, alors que tout le monde se serre la ceinture pour survivre et pour faire son plein, que chacun des Français et des Françaises souffre, ça relève un peu de l'indécence. Et donc, il faut faire quelque chose. Et il faut faire quoi alors ? Est-ce qu'une taxe exceptionnelle sur les profits, ces super profits de Total Energy, est-ce que cela a vos faveurs ? Oui, les écologistes ont même d'ailleurs déposé à l'occasion d'une niche une proposition de loi pour taxer les surprofits. Et qu'est-ce que c'est les surprofits ? Alors on a le profit habituel, je pense qu'il est déjà pas mal le bénéfice habituel. Je pense que l'année dernière, pour le même trimestre, ça devait être autour de 3,5 milliards d'euros. C'est déjà conséquent. Eh bien, une augmentation de bénéfices à hauteur de 51%, c'est celle qu'ils ont réalisée pour le premier trimestre 2026. Eh bien, les écologistes considèrent qu'au-delà de plus de 20% de hausse de bénéfices, eh bien, la fraction qui dépasse cette hausse de 20%, elle doit être taxée de manière plus importante. Et l'idée, c'est de répartir cette valeur ajoutée créer et de restaurer un peu finalement ces inégalités dans un contexte où le contexte géopolitique a favorisé de manière exacerbée, au détriment de toutes et tous, ces bénéfices de l'entreprise Total Energy. Qui ne sont pas faits, pour la majeure partie d'entre eux, qui ne sont pas faits ces bénéfices en France, mais plutôt ailleurs dans le monde. Et en tout cas, les Français en payent le prix. Et Total Energy n'avait pas besoin, pour survivre, d'augmenter le prix de l'essence, du litre d'essence à la pompe. Ils n'en avaient pas besoin. Mais ils ont plafonné. Ils ont fait un geste. Oui, mais est-ce que c'est suffisant ? En tout cas, on considère que ça relève d'un principe de justice sociale de répartir ces bénéfices. Aminata Niakaté, la porte-parole des écologistes et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, on parlera de ce congé payé climatique que Marine Tondelier a proposé. Vous allez nous expliquer. À tout de suite. 13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h18, la suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias. C'est votre première invitée, Aminata Niakaté, porte-parole des écologistes Europe Écologie Les Verts. Aminata Niakaté, on a commencé notre entretien en parlant du 1er mai, jour férié, travaillé... Non, justement, pas encore. Chômé en tout cas. Et alors, nouvelle proposition cette fois de la patronne des écologistes, votre patronne finalement, Marine Tondelier, invitée sur Sud Radio. Elle a proposé la création d'un congé payé climatique de 5 jours par an. Écoutez-la. Ça se fait dans d'autres pays. En Espagne, ils ont instauré un congé payé climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que des fois, il y a des travailleurs qui peuvent pas travailler pour des raisons climatiques. Il y a un décret un peu vague en France qui donne même pas de seuil. À partir de autant de degrés, on arrête. En Espagne, c'est 4 jours. Nous, on est parti sur 5 jours, mais à discuter. On est en train d'en discuter avec les syndicats patronaux et des représentants des salariés, évidemment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut être en cas de forte chaleur, mais ça peut être aussi dans d'autres cas. Exemple, quand il y a eu les très fortes inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait des routes qui étaient impraticables. Si vous pouvez faire du télétravail, vous en faites, mais il y a des salariés qui ont dû prendre des congés sur leurs 5 semaines de congés par an pour partir avec leurs enfants l'été parce qu'ils ne pouvaient pas aller travailler. Aminata Niakaté, on a l'impression qu'il y a une certaine surenchère dans les propositions concernant les jours de congé. Non, juste vous rappeler en tout cas le contexte de cette initiative qui a eu lieu à Valence. C'était juste après les grosses inondations et en fait tout avait été ravagé, les routes, et c'était impossible pour les habitants de ce territoire de se rendre sur leur lieu de travail. Et c'était aussi impossible pour un certain nombre d'acteurs de télétravailler. Et dans ces conditions extrêmes, qui n'ont pas vocation, je l'espère, à se reproduire très très régulièrement,
régulièrement, les personnes n'étaient pas en mesure de se rendre sur leur lieu de travail. Et c'est dans ce contexte-là que à Valence a été créé ce congé en cas de catastrophe naturelle. Sur le territoire national, on connaît aussi des épisodes. On a eu des épisodes d'inondation en 2023, on a eu des incendies de forêt, on perd tout et en fait on passe quelques jours à essayer de sauver ce qui peut être sauvé, à lutter contre l'eau qui ravage tout, et les incendies c'est encore plus difficile, mais on essaye on est focalisé pour sauver ce qu'on peut sauver. Et nous on trouve que c'est en tout cas c'est dans un contexte où ces épisodes malheureusement vu les trajectoires climatiques qui sont les nôtres, vont devenir de plus en plus récurrents, qu'il faut penser, construire évidemment en lien avec les syndicats patronaux et en lien avec les organisations salariées des congés pour faire face à ces situations extrêmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire appel tout bonnement au bon sens, à l'intelligence collective, comme dirait le gouvernement? Si seulement on n'aurait plus besoin d'Assemblée nationale. Non, mais quand même, est-ce que ça n'est pas normal? Effectivement, quand on le sait que des salariés sont en plein milieu d'une inondation, ils ne vont pas pouvoir, il y a une certaine tolérance qui se fait aussi là, il y a un bon sens. Quand il y a des fortes chaleurs, oui, on évite de faire travailler les gens en plein cagnard. Mais à partir de quand il y a de trop fortes chaleurs? Est-ce que c'est 40 degrés? Est-ce que c'est 36 degrés? Je pense que c'est bien d'avoir des consignes claires pour ne pas avoir des situations, des dichotomies, etc. Et puis après, quand on est dans une salle climatisée, c'est peut-être pas nécessaire, mais quand on travaille dehors dans le BTP ou qu'on est jardinier et qui fait 40 degrés, etc., et qu'on est tout le temps dehors, oui, là, il faut peut-être encadrer et pas laisser les salariés dans l'incertitude. Et puis, ça permet aussi de planifier. Le fait que ce soit dans le texte, ça permet aussi à la structure de s'organiser en fonction d'un cadre. Finalement, Marine, elle propose un cadre à ces situations qui vont devenir de plus en plus récurrentes. On dit souvent que, peut-être à tort, je ne sais pas, mais on dit souvent que la France est malade de ces réglementations, justement, de ces cadres. Et là, on rajouterait donc un cadre pour faire face à ces situations. Moi, ce que j'appelle, c'est de l'adaptation. Et je pense qu'on est malade de pas assez s'adapter aux défis climatiques, parce qu'on subit les crises climatiques, on subit les catastrophes, on subit les épisodes de chaleur. Enfin voilà, je ne rappelle pas 2003 avec ces décès à l'occasion de la canicule. Donc oui, il faut veiller à l'hydratation des travailleurs, aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont sous les toits. Et on ne travaille pas assez à nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Alors, une dernière petite question à ce sujet. L'Espagne a mis en place ce congé payé climatique 4 jours. Pourquoi 5? Alors, c'est la proposition de Marine Tondelier qui est en débat. C'est peut-être une semaine, voilà, ça fait la semaine. C'est sans doute ça. J'ai pas non plus le cheminement de sa proposition, mais voilà, à débattre en tout cas avec les organisations patronales, syndicales, et c'est le plus important. Oui, effectivement, je pense que ça va être l'objet d'un bon débat, Aminata Niakate. Je vous propose de réécouter la patronne des écologistes, Marine Tondelier, cette fois à propos de 2027. Et ce message qu'elle fait passer, un message assez clair aux socialistes concernant la primaire de la gauche. Écoutez. Message aux socialistes, arrêtez de déconner les gars, faites votre vote, laissez choisir vos militants qui à mon avis choisiront comme vos électeurs de faire une primaire, et je dis pas que ça suffira. Dis pas que ça suffira, c'est pas vrai, faut pas dire ça. Mais ce sera le début d'une certaine étape. Vous voulez Mélenchon, il va y aller à fond là, il va avoir ses signatures, ses trucs, l'argent, les militants, les réseaux sociaux. Et nous on va faire quoi? On va continuer à rien comprendre à ce que les autres font, et on va se donner en spectacle. J'en ai marre de la politique nombriliste de la gauche qui parle de la gauche à la gauche toute la journée. Je veux parler aux Français, et pour ça il faut s'organiser. Alors, je vous avais dit que le message était clairement passé. Voilà, on reconnaît bien le franc-parler de Marine Tondelier. Moi, je partage sa lassitude parce qu'il faut dire qu'elle on tergiverse depuis des mois, et en fait, on a l'impression que ça va durer avec leur nouveau processus où alors d'abord on fait le programme, ensuite on fait la stratégie, ensuite on fait l'incarnation, et en fait ça va durer 6 mois. On a l'impression, et on n'a peut-être pas le temps d'attendre 6 mois. Il est temps d'y aller, quoi. Et ensuite on fait la primaire. Donc quand est-ce qu'on sort de mais personne ne l'en veut en même temps de cette primaire. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas, Raphaël Glucksmann n'en peut pas. 82% des Français en veulent. 82% des électeurs de gauche. Alors je parle de ceux qui sont candidats là. Oui, pas encore des électeurs. Oui. Mais comment vous allez réussir à les mettre d'accord? En tout cas, les sympathisants de gauche et écologistes en veulent, et ça c'est quelque chose qui doit quand même entrer en ligne de compte, et on doit sortir de cette guéguerre d'ego de l'homme providentiel. Chacun se conçoit comme l'homme providentiel, le seul en capacité d'eux, et en fait
qu'on est tous en train de se court-circuiter, de s'éliminer du second tour de la présidentielle. Les précédents exemples de primaires, est-ce qu'ils vous ont satisfait ? En tout cas, ça a fonctionné en 2012. Après, bon, je ne ferai pas de commentaires sur le bilan de François Hollande, mais oui, je pense que c'est toujours mieux. Enfin, en tout cas, la précédente présidentielle, c'était pas satisfaisant de voir Yannick Jadot à 5%, Roussel à un peu moins, les socialistes encore moins, et la France insoumise en incapacité aussi à se qualifier au second tour, alors qu'il y avait un socle de gauche pour se qualifier la gauche au second tour. C'est ça qui est extrêmement frustrant. Donc on répète les mêmes erreurs qu'en 2022, et c'est ça et en fait on fonce dans le mur et on le sait, et c'est quand même terrible, je trouve. Et ces tergiversations, on parle que de la primaire et pas du fond, et pas aux Français surtout, qui attendent et qui aspirent, en tout cas, à ce qu'il n'y ait pas de cacophonie. Et je pense que c'est aussi vrai à droite, d'ailleurs, la démultiplication des candidatures à droite. C'est confusant pour les Françaises et les Français. On parle que Popol et on parle pas de leurs préoccupations. Mais les préoccupations, ça viendra un peu après, peut-être, parce que Aminata Niakaté, il faut rappeler, une présidentielle, c'est une élection particulière. C'est aussi la rencontre des Français avec un homme ou une femme. Il y a une incarnation qui est très importante. Je vous cite une dernière citation de Marine Tondelier. Elle dénonce donc le sabotage des opposants à cette primaire de la gauche, on l'aura bien compris, et elle juge que trop de candidatures feraient de Jean-Luc Mélenchon le roi du cimetière. Parce qu'on est nombreux à penser qu'on ne voit pas l'espace, qu'il y avait peut-être un espace en 2022, mais il s'est beaucoup réduit depuis. Il n'embarque pas beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Il s'est devenu une personnalité beaucoup trop clivante. Et je crois qu'il y a un plafond de verre, peut-être, un profil comme celle de Mélenchon. Ah, donc là, vous... Quoi, qu'est-ce que vous fêtes ? Vous êtes en train de rompre avec la France Insoumise ? Alors moi, je parle pas de la France Insoumise. Je parle de Jean-Luc Mélenchon. Je parle d'une personnalité. Je parle d'une personnalité. Ah, mais c'est important de préciser. Je parle d'une personnalité qui a des propos border, pour le dire gentiment, qui suscite beaucoup de rejet. C'est une réalité concrète de terrain. Merci beaucoup, Aminata Niakaté. Je rappelle que vous êtes porte-parole des écologistes.